Bonjour, bonjour tout le monde. Encore merci d'être là, d'être fidèle à notre rendez-vous. Visiblement, il vous plaît. Je crois Allez. qu'il faudrait fermer les micros. Oui, 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 voilà, c'est fait, c'est fait. Voilà. Donc voilà, l'expérience nous montre que ça peut être préférable de fermer le micro le temps des interventions. Bien sûr, vous pourrez le rouvrir pour poser vos questions. Vous pouvez aussi les poser par écrit via l'onglet discussion. Hein, voilà, vous pourrez poser vos questions ou par écrit ou directement en demandant la parole. Et évidemment, c'est un atelier de présentation, mais c'est aussi un atelier d'échange et on compte aussi sur votre participation. Tout de suite, je vais partager l'écran. Voilà, pour mettre là, ici, la diaporama, là, hop là, ici. Oh. Non, si ça ne veut pas. Ah. Oui, parce que là, j'ai une autre page qui s'ouvre que je ne veux pas. Bonjour Astrid. Bon, on va le faire comme ça. Bonjour Fanchon. Voilà, ici, prend et on partage. Ah non, on n'est pas sur le bon. On n'est pas sur le bon. Donc, on revient. C'était celui-là de pouvoir. Là. Attends, c'est parce que oui, il a rajouté des images. Oui. Ah mais non, mais attends. Non. Non. Vous voyez quoi là? Un livre ouvert et puis on voit les couvertures de livres. Très bien, très bien, très bien. Bon, parce que moi, ce n'est pas tout à fait ce que je vois, mais c'est parfait, c'est parfait. Oui. Alors, allez-y, allez-y. Alors, ce soir, donc, on fait un livre ouvert, hein, comme une fois par mois. On est ravis de vous accueillir. Et ce soir, on accueille Fanchon Pradalier-Roy qui va nous parler de la souscription de son nouveau livre. Thérèse et moi-même, nous allons vous présenter 3 livres. Et puis, Malika va présenter un livre dont elle a fait la lecture, avant bien sûr d'échanger et de découvrir la souscription du nouveau livre de Fanchon, que nous remercions également ce soir pour ce moment d'échange. Donc, c'est Thérèse qui va commencer ce soir. Alors, bonsoir à tout le monde. Et puis, moi, je vais vous présenter les 7 chemins qui mènent à soi. C'est un livre d'une enseignante qui est passionnée d'astronomie au départ et qui reléguait l'astrologie au second plan parce qu'elle disait que ce n'était pas trop sérieux. Et une amie l'a emmenée à un cours et là, elle a changé d'avis et depuis, elle ne quitte plus l'astrologie. Et son livre, il est bien sûr fait pour les personnes qui connaissent rien et qui ont envie de découvrir. Voilà, c'est vraiment quelque chose et en même temps, c'est pour travailler sur soi. Alors, cette dame, elle s'appelle Régine Keva. Elle s'est parue aux éditions Albin Michel, 12 janvier 2022, donc c'est assez récent. Et puis aussi, il est imprimé sur du papier recyclé en Italie. Donc, il coûte 14,90 € et donc, il parle vraiment surtout des planètes personnelles. Hein, c'est vraiment déjà aborder les planètes personnelles quand on n'y connaît rien. Bon, déjà, savoir où se trouve son soleil, dans quelle maison, la lune. Voilà. Et puis, c'est fait de manière très agréable. Voilà, c'est très coloré aussi, très coloré. Il y a des graphiques. Pour commencer, c'est vraiment un livre pour commencer, pour donner l'envie. Voilà, pour se prendre au jeu de l'astrologie. Alors moi, je vais vous présenter maintenant, on va partir dans quelque chose de plus artistique, de plus créatif, avec le coffret de l'astrologie intuitive. Donc, ce sont des cartes pour apprendre l'astrologie, mais de façon visuelle. Donc, vous allez retrouver dans ce coffret qui a été fait par 5 passionnés,
d'astrologie, dont on a Evelyne ce soir qui est parmi nous également. Donc, vous avez des cartes sur les signes en lien avec les maisons. Donc, je vais vous montrer. Donc, vous retrouvez les 12 signes avec les 12 maisons. Donc, ça permet tout de suite, vous pouvez, si vous apprenez l'astrologie, de mettre en forme de zodiaque et ça vous permet de faire tout de suite le lien entre maison et signe. Et comme elles ont travaillé sur des regards différents, puisqu'elles sont 5, donc je vais les nommer pour leur richesse de travail. Donc, il y a Angélique, il y a Patricia, il y a Françoise, il y a Evelyne, il y a Marie-Thérèse. Donc, ce sont leur amour de l'astrologie, de la créativité, qui nous ont permis, pour ceux qui ont du mal avec les livres, qui ont plus une sensibilité artistique, une sensibilité intuitive, comme le dit l'astrologie intuitive, ça nous permet d'enlever peut-être un peu tout ce qui peut être assez rébarbatif ou intellectuel de l'astrologie et de découvrir, de rentrer dans un thème astral par des cartes, par le visuel, qui nous permettent de vraiment rentrer dans le signe, rentrer dans les maisons, et leur regard est étayé de 5 regards pour chaque planète. Donc, comme nous sommes dans l'énergie du taureau et que la planète, c'est Vénus, même si bon, elle est en chute en bélier actuellement, je vais vous montrer les 5 regards sur Vénus pour que vous puissiez voir un petit peu sur quel mode a été créé ce jeu, ce coffret de développement personnel. Il n'y a pas de voyance. Vous avez des tirages pour votre cheminement personnel. Donc, on est dans un coffret d'astrologie en développement personnel. Donc, vous avez une vue sur Vénus, fille, sœur, amante. Donc, c'est un premier regard, un premier volée sur la planète Vénus. Vous avez amour, union, relation qui fait la couverture du coffret. Vous avez après argent, immobilier, sécurité, qui est aussi un autre regard sur Vénus. Après, vous avez un autre regard sur Vénus qui est art, beauté, esthétique, encore une autre facette de Vénus. Oui. Puis le dernier, c'est ressources et dons, qui est un autre regard de la planète Vénus. Et vous avez à chaque fois 5 regards sur les planètes. Puis vous avez, en fonction des astrologies, là il y a une ouverture, donc vous avez aussi un visuel sur les nœuds, vous avez un visuel sur la ligne noire, vous avez un visuel sur Chiron, vous avez un visuel sur Vesta. Ça vous permet vraiment d'avoir un regard et peut-être par ce biais aller à la rencontre de l'astrologie et de votre thème astral. Le plus, c'est que si on est amoureux aussi des jeux en développement personnel, ça permet également d'avoir, elles expliquent aussi des tirages, donc des tirages classiques pour vous permettre de vous découvrir. Donc voilà. Je ne sais pas si Evelyne, elle veut rajouter quelque chose sur le coffret, puisqu'elle est avec nous ce soir. Oui, bonsoir à tout le monde et merci à toutes les deux. C'est un vrai plaisir de voir le coffret présenté ce soir. Et puis, ta présentation est super. Hein, donc, j'ai eu la chance d'aller avec vous deux au Salon du Livre de Bondu pour présenter cet oracle. Et donc, là, pour répondre, j'ai vu des questions. Le coffret coûte 44 €. Et il y a effectivement un livret explicatif pour chaque carte.
et au début du livret, également des propositions de différents tirages. Le tirage en croix, la roue astrologique, différents tirages. Donc le livret est vraiment très, très complet. On peut soit, bien entendu, s'appuyer sur le livret, et sinon, de par le visuel, comme tu disais très justement, s'inspirer de ce que le ressenti de la carte, de ce que la carte apporte, et ça permet de travailler chaque planète, les signes, les 12 signes astrologiques, bien sûr aussi. Donc voilà, on est. Et vous avez une très belle petite pochette avec plein de petits cœurs. Donc, c'est de l'auto-édition vraiment. Oui. Voilà, ça peut être aussi se faire plaisir, s'aimer. Il y a vraiment, voilà, se découvrir d'une façon pour les personnes qui sont plus créatives. C'est vraiment un coffret qui peut donner une autre facette de l'astrologie également. Alors, il y a des questions. Alors, vous l'avez pas dit pour le précédent bouquin et pour cela, Oui. mais sur le prix. Alors, le prix, c'est 14,90. 14,90. Voilà. Alors, pour le bouquin précédent. Hein, c'est ça, 14,90 pour celui-là. Et pour le coffret 44. Et vous allez sur notre site, www.librairielemonduranie.com. Vous voyez les coordonnées en bas. Et puis, vous commandez par le site et on vous livre en colissimo. Pour répondre à, oui, il y a une dame, ou un monsieur, je ne sais plus, Jo, existe-t-il une vidéo de présentation? Nous sommes, comme nous sommes en auto-édition, nous sommes appuyés sur des youtubeuses pour présenter le jeu. Et les présentations, vous pourrez les retrouver sur le site d'Angélique Péris, qui est donc l'astrologue avec qui on a travaillé. Et donc, le site, c'est Ressourcea. Ressourcea est marqué en bas du livret et vous aurez les liens de présentation, effectivement, du livret. Du jeu, pardon, pas du livret, du jeu. Voilà. Le Monde d'Uranie met sur son site la sélection qui va être présentée aujourd'hui. Bien sûr. On a fait dans le. Est-ce qu'il sera possible que sur cette sélection, vous mettiez le lien vers Ressourcea? Je peux mettre le nom, mais après, je ne peux pas faire de lien parce qu'on fait partie d'une plateforme et les liens, on n'a pas autorisation, c'est la plateforme qui gère tout. Okay. Moi, j'ai pu faire un dossier à livre ouvert où vous retrouvez tous les livres qui sont présentés à livre ouvert. Il y aura une exception, ça sera pour la souscription de Fanchon. Il faut que vous contactez directement Fanchon Pradalier-Roy pour la souscription de son livre qui sera présenté tout à l'heure. Mais sinon, en allant dans le dossier à livre ouvert sur notre site, vous allez retrouver toutes les présentations de ce soir et toutes les présentations d'un livre ouvert depuis que l'émission existe. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, on va vous présenter un autre livre. Et ce livre, donc, qui est La Lune noire et les destins de Vénus, c'est un livre donc, des éditions du Rocher. Et puis, c'est aussi un livre qui a été conseillé quand Fanchon Pradalier-Roy il date quand même de plusieurs années, maison d'édition. Donc, on voulait lui faire un petit clin d'œil quand elle avait sa casquette dans l'édition. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi. Alors, il y en a plein. Elle a permis à beaucoup de livres d'éditer, mais on s'était dit, comme on est encore dans l'énergie de Vénus, on a voulu mettre ce livre en avant de Vénus et puis de la Lune noire. On nous le demande régulièrement. Et c'est un livre qui a encore énormément de succès. Oui. On nous le demande régulièrement. Malgré qu'il est un ancien livre, il fait partie des livres de fond. De 1998. C'est un livre vraiment de fond. Et Philippe Granger était décédé même quand j'ai publié le livre. Mais c'est un livre de fond et il est complètement extraordinaire. Je pense qu'il durera encore longtemps.
Ah oui, Oui. Alors, il n'est pas épuisé, on peut encore l'avoir, donc ça c'est intéressant. En livre 9, on réussit encore à se le produire. voir. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Philippe Granger, c'est quand même, c'était un psychologue clinicien, psychanalyste et enseignant en psychologie à l'université de Nanterre. Et ce livre… Et conférencier. Et ce livre traite de séminaires qui ont été faits entre 1986 et 1990. Et il a deux gros chapitres. Il a séparé, il présente la Lune noire et il présente Vénus. Donc, et puis, il a fait un chapitre avec tous des thèmes qui sont expliqués par rapport au chapitre de la Lune noire qui s'appelle « La Lune noire ou le champ psychanalytique du désir », qui décrit en plusieurs volets. Donc, vous avez d'abord toute l'explication de la Lune noire, comment elle se met, comment l'utiliser, comment est ça symbolique aussi par rapport à la mythologie, puis un impact sur les signes, dans les maisons, dans les aspects. Et puis, vous avez également un aspect pratique, des questions pratiques sur comment peut-on trouver la Lune noire, s'il y a des maîtrises, si on la met quelque part. Donc, toutes les questions abordant l'ombre, l'ombre de cette Lune noire est vraiment bien étudiée dans cette partie du livre. Pour en revenir à ce que Fanchon elle disait, effectivement, il est décédé en 92. Oui, quand je l'ai publié, il était déjà décédé. Ce sont ses ayants droit qui me l'ont proposé. Et vraiment, j'ai senti de suite que c'était un travail absolument extraordinaire et de très, très grande qualité. C'était un véritable chercheur, en plus un enseignant universitaire, ce qui manque beaucoup dans l'astrologie d'ailleurs, un certain niveau de qualité, de discours et d'organisation. Et c'est un grand texte d'astrologie, c'est un très, très grand texte d'astrologie et qui peut même intéresser au-delà des astrologues, tellement il est puissant. Oui, il y a des personnes, par exemple, qui sont dans la psychologie, la psychanalyse, et qui peuvent s'en inspirer. Je disais que c'était vraiment un honneur de publier ces livres-là. Et maintenant, je veux dire, il n'y a plus personne, plus aucun éditeur qui prend quelques risques que ce soit sur un type de travail de cet ordre. Ça n'existe plus du tout. Ouais. Et c'est scandaleux parce que les éditeurs, ils lancent des ouvrages comme ça, comme on lance des pétales de fleurs, du moment qu'on les ramasse dans l'année, et ensuite ils ne font plus d'investissement. Et ça fait partie d'une bibliothèque d'astrologie. C'est de qualité du niveau de Lise Green et au-delà. C'est ça. Au-delà. Oui. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, on retrouve le rôle de Vénus et puis de la Lune noire, parce que cette Lune noire, d'ailleurs, il commence d'une façon particulière, parce qu'il commence la Lune noire en Poisson. Hein, donc, lui, il commence par le dernier signe du zodiaque et il remonte. Donc, ça, c'est aussi il va du grand tout pour aller à l'unité. Et puis, il aborde Vénus sur différents points. C'est vrai qu'il y a un point général, il y a un point psychanalytique, un point psychogénéalogique, et après un comportement vis-à-vis de l'adulte, et après les aspects. Donc, c'est vrai que ça peut être une aide, et quand on a des questions dans une interprétation du thème, qu'on veut pousser un peu plus loin, c'est vraiment un bon livre de fond pour astrologues. Et puis, il était aussi avant-gardiste parce qu'il y a un travail collectif. Oui, il était déjà dans le collectif. Il y avait puisqu'il y a, je ne sais plus combien d'élèves, il y a un travail de nombreuses personnes. Donc, c'est ça qui est aussi intéressant. Ce livre fait 20,30 € et nous, on le vend en livre neuf. Alors, on peut, si vous voulez, lire un… C'est vraiment une très bonne idée que vous l'ayez représenté, ce livre. Là, j'ai vu que quelqu'un pose une question par rapport au livre de Joël de Gravelaine ou d'autres.
je veux dire, Oui. tous les ouvrages sur la lune noire sont intéressants, mais celui-là, il est absolument… Joël de Gravelaine, oui, sur l'élite, on l'a aussi. D'ailleurs, pour la mythologie, il la cite. Oui, il la cite dans son livre. Voilà, c'est celui-là. C'est la nouvelle couverture. C'est la nouvelle couverture. Voilà, ça ne remplace pas le livre de Joël de Gravelaine, mais je dirais que ça, c'est une approche presque clinique, psychanalytique et clinique, et par rapport à l'interprétation, je dois dire que c'est très puissant. Moi, je pense que même il y a peu de monde, comment dirais-je, il y a peu de textes de la qualité de ce texte de Philippe Granger. Tout à fait. Par exemple, je vais vous lire un petit passage dans les questions qu'on se pose sur la lune noire. Un domicile pour la lune noire. J'émets l'hypothèse que, par analogie, ce serait à 0 degré du bélier, ce qui aussi à 30 degrés des poissons. C'est par cette analogie la sortie de la fusion et l'émergence de la vie. Le Capricorne ne peut pas être le domicile de la lune noire. Il y a antinomie radicale entre la lune noire et Capricorne, où Saturne est le signe. La lune noire est le non-signe. Donc, vous voyez la puissance, la richesse du vocabulaire utilisé dans ce livre. Je ne sais pas si tu veux lire un petit texte, Thérèse, sur Vénus. Alors, moi, j'aime bien Vénus. La lune noire, un peu moins, parce qu'elle nous fait toujours aller plus loin. Alors, Vénus. Oh, ben, je vais prendre Vénus en Gémeaux. Alors, nous ne pouvons saisir cette position de Vénus qu'en acceptant de remettre en question certains stéréotypes attribués au signe des Gémeaux, tels que superficialité, instabilité, etc. Le passage de Vénus dans ce signe va nous permettre de réinterpréter sa symbolique et de lui rendre sa valeur propre. Et puis, il y a aussi des thèmes, hein. Il y a ça aussi pour travailler, quand on veut rechercher, ça c'est très intéressant. Parce qu'il y a le travail à la lecture, et puis après, il y a le travail personnel qu'on peut continuer. Et il utilise les thèmes par rapport aux explications du livre. Donc, c'est vraiment un bon livre d'astrologie. Pour répondre à la question… Alors, vas-y. Oui. Alors, il y a une question, si on peut se procurer le livre. Oui, il est en vente dans notre librairie. Et si vous n'habitez pas la région lilloise, vous pouvez passer par notre site. Il n'y a pas de souci. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler. Demain, samedi, on est ouvert de 10h à 17h exceptionnellement. Sinon, le samedi, on est ouvert de 10h à 14h. Et la semaine du mardi au vendredi, de 11h à 18h non-stop. Voilà. Alors maintenant, on va laisser la place à Malika. Malika a lu un livre et elle va nous le présenter. Elle a eu un coup de cœur. Elle a eu un coup de cœur. Oui, Malika, c'est à toi. Oui, merci Véronique, merci Thérèse. Bonsoir tout le monde. Donc, je vous présente le livre L'astrologie miroir de Marie-Célène avec les illustrations de Digli. Marie-Célène est une jeune écrivaine et conteuse du ciel. Elle pratique et développe une astrologie créative comme un dialogue avec soi-même. Sur sa plateforme Invente ton ciel, elle diffuse un podcast et écrit des articles où l'astrologie se fait miroir de la psyché humaine. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que c'est un livre où l'astrologie est présentée d'une façon originale, avec un accès ludique et léger, tout en ayant un fond sérieux. Et c'est l'élève en astrologie qui le dit chez Thérèse et Véronique. Voilà. Il est très bien fait pour des débutants. Il comporte de très belles illustrations. D'ailleurs, si je peux me permettre, Malika, tu l'avais lu au début quand tu commençais l'astrologie. Oui, tout à fait. Il est aéré, il est coloré. C'est un ouvrage qui est bien construit, très pratique. Ce n'est pas une astrologie que moi j'appelle scolaire. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que l'auteur fait appel à notre imaginaire pour expliquer les énergies des signes et des planètes.
Je vais vous lire la 4e de couverture et puis je vous lirai aussi 2 extraits de comment elle présente un signe et une planète. Alors la 4e de couverture, voilà ce qui est dit. Je te souhaite la bienvenue dans les étoiles. Tu as envie de découvrir ta carte du ciel, mais tu ne sais pas par où commencer. Tu as l'intuition que l'astrologie n'est pas une science farfelue et qu'elle peut mettre à jour des ressources personnelles insoupçonnées. Cet ouvrage est pour toi. Je vais t'aider à comprendre pourquoi l'astrologie est un support audacieux de développement personnel. Je vais te donner les clés pour que tu puisses la pratiquer au quotidien en toute simplicité, car c'est un fabuleux outil pour te libérer de tes entraves. Lire ton thème astral, c'est explorer tous les recoins de ton être, c'est trouver des idées pour dénouer tes contradictions intérieures. Il suffit de te lancer à la découverte des planètes et des signes, mine d'or de métaphores, à partir desquelles tu pourras mieux te connaître et t'évader. Alors, je vais vous présenter, j'ai choisi un signe d'actualité, le taureau. Voilà comment elle présente le taureau. La maison de campagne du taureau. Ce n'est pas une maison sur laquelle on tombe par hasard et dont la visite te rend curieux. Là, juste à côté d'une route que tu emprunterais. Non, la maison de campagne du taureau est un lieu que tu connais puisque tu en es propriétaire. Peut-être l'as-tu acheté ou en as-tu hérité. Quoi qu'il en soit, elle est en ta possession. Et puisque tu t'y sens infiniment chez toi, tu accèdes au repos dans une bulle qui n'appartient qu'à toi. Tu l'auras compris, c'est un lieu propice à la sensation de tranquillité. Ça, c'est un petit bout que je vous ai lu et elle continue après, voilà. Et le prix, Malika? Alors, le prix, c'est 17,90 €. Et donc, c'est chez Marabout. Oui, aux éditions Marabout. Et je voulais vous lire quand même un petit extrait d'une planète. Vas-y, Malika. J'ai choisi donc Saturne et elle l'appelle le super papa de l'humanité. Sans Saturne, je n'ose imaginer dans quel état serait l'humanité, à la fois dans son développement mais aussi dans sa civilité. Saturne t'aide à apprendre de tes erreurs et je suppose que sans lui, personne ne serait jamais remonté sur le cheval après en être tombé une seule fois et que le feu ne serait toujours pas inventé. Ces grandes vertus sont celles de la persévérance et de l'humilité. Aucune maîtrise n'est possible sans le recours de Saturne qui t'aide à ne jamais abandonner tes quêtes, sauf si elles sont basées sur de mauvaises idées, auquel cas il met le paquet pour te le faire comprendre. Spécialiste de la marche de progression, cela fait de lui le super papa éducateur de l'humanité. Voilà. Merci Malika. Merci Malika. C'est sympa cette façon. Enfin, c'est pas fréquent, je veux dire, qu'un auteur tutoie le lecteur. Non. Surtout dans ce domaine-là. Donc, on sent qu'il y a quelque chose de très. Il y a une proximité, il y a un côté un peu cancer, comme ça, on est entre potes, quoi, on est à la maison. Mais c'est une conteuse aussi. Hein. Voilà, elle est conteuse également. Elle est essayiste, elle est conteuse. Donc, je crois qu'elle elle fait appel un peu à son imagination. C'est un livre aérien et c'est aussi un livre qui attire pas mal de public dans notre librairie. Oui, on l'a bien vendu. Voilà. C'est un style très accessible en tout cas. Et puis, il y a des images, c'est clair. Alors, il est bien possible que son côté un petit peu conteuse et vraiment apporte un plus favorable. Ouais, bah. Ah oui, très beau graphisme, très contemporain. Je suis tombée dessus, Malika. J'ai ouvert, c'est Saturne. Saturne, c'est une femme. Voilà. Très, très contemporain. Ben, merci beaucoup, Malika, pour cette présentation. Et puis maintenant, Fonchon, on te laisse la parole pour présenter. Est-ce qu'il y avait peut-être d'autres personnes qui souhaitaient questionner, partager un petit peu leur depuis la dernière fois? Est-ce qu'il y a des gens qui avaient envie de nous parler rapidement, mais de mettre l'accent sur un bouquin particulier qu'ils ont aimé, qu'ils n'ont pas aimé, qu'ils ont eu du mal à trouver
pas tous à la fois si possible. Non, ben voilà. Hein, non, mais enfin, c'est un espace qui me paraît important de maintenir. Voilà. Hein, Tout à fait. hein, oui, oui, oui. Oui. Vous avez le droit de réviser avant de venir. Hein. Et Voilà. vous avez le droit de poser vos questions. Et vous Hein. avez le droit de poser des questions, envoyer par écrit. Allez-y, hein, vous pouvez dire si vous avez avez aimé ou pas aimé un livre. Il n'y a pas de problème. Hein. Moi, j'aime bien quand on n'aime pas. Ça change un petit peu hein, ouais, ouais. Voilà. Mais bon, c'est vrai que la production est tellement fine en ce moment que hein, on est tellement content qu'il y a quelque chose qui arrive. Bon, eh bien, écoutez, vu que 6 personnes, je regarde dans l'onglet discussion. Moi, j'aurais juste une petite question. Oui, Monique. C'est juste une bonjour. C'est pas par rapport à un livre que j'ai lu parce que je n'ai pas de livre à évoquer là tout de suite. En revanche, je recherche un livre qui n'est plus accessible et qui est un livre anglais qui s'appelle The Priest, The Counselor and the Astrologer. Est-ce que ça vous parle? Oui. Est-ce que vous savez où je pourrais le trouver? Attends, je le trouve je cherche dans ma bibliothèque, il est là. Ah, c'est vrai? Ouais. Non, Directement du producteur au consommateur. Là, non? Eh ben voilà. Attends. Ça, alors là, ça, le premier qui me parle de coïncidence, il sort, hein, on est d'accord. Non, mais je profite, hein, Marc, merci de Mais oui, mais non, mais l'opportunité de poser la question, parce que je le cherche depuis quelques temps. J'avais un petit peu abandonné, en fait, depuis que j'avais... Et en plus, bonne pioche. Donc, c'est chez CPA Presse. Oui. Il doit y avoir encore un site internet. Voyons, il date de quand ce bouquin? Il est assez ancien parce que j'ai fait des recherches sur internet. Il est plutôt épuisé. Alors, il y a peut-être des éditeurs qui sont difficilement accessibles. Je sais Et pas. en livre d'occasion, dans les sites de revente, vous ne l'avez pas trouvé? Non. Même chez Rakuten, même chez les classiques. Ouais. Bon. Alors, tu vas voir chez CPA, www.cpalondon.com. D'accord. CPA Presse, donc c'est Lise Green et Juliette Sharman-Burke. On peut voir la couverture, s'il vous plaît? Oui. Oui, alors, voilà. J'aime bien voir les couvertures des livres. Attendez, je vais mettre galerie, comme ça. Voilà. Ah, c'est beau. Ouais. Voilà. Et il n'y a pas de traduction, évidemment. Ah non, chez Boucarel, il n'y a pas de traduction. Non, c'est vrai. Il faudrait qu'on demande à Ghislaine Fergère si elle ne veut pas le traduire, par exemple. J'ai presque tout. Moi, j'avais envie d'intervenir parce que j'ai ma bibliothèque qui est là. Un livre que j'aime encore beaucoup, c'est L'univers des astéroïdes de Jean Billon. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ouais, moi je l'ai même pas si bien. C'est un astrologue breton. C'est le premier, je pense, qui a écrit un livre sur ça date de 89. Il parle de Cérès, Pallas, Junon, Vesta, Chiron. Et c'est vraiment passionnant. Il a une manière particulière de parler des astéroïdes. Et c'est un livre qu'on peut trouver encore chez les éditeurs ou non? C'est Saint-Michel, l'éditeur. Oui, donc Saint-Michel, je pense que ça ne doit plus exister. Non, ça ne doit plus exister, ça. Tous ces livres-là, je pense qu'ils sont trouvables sur Internet. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, ça coûte la peau des fesses. Hein. Oui. Et l'auteur? Voilà, ici. L'auteur, c'était qui c'est Jean Billon. Moi, je ne vois pas terre avec mes yeux. Billon. Ah oui. On n'y voit rien parce que c'est petit, alors. Oui, il parle de la lune noire. Ah, Jean Billon. Jean Billon, oui. Merci. Non, il ne parle pas de la lune noire. Pas du tout. Non. Des astéroïdes. Oui. Astrid connaît, elle le trouve excellent. Oui, moi aussi. Et Daniel aussi. Voilà. C'est quand même, c'est dommage, presque frustrant, je veux dire, de parler de bouquins qu'on va plus se procurer, quoi. C'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Est-ce que vous pourriez nous en faire une photocopie, Françoise? Ce qui est totalement illégal. Je retire ce que j'ai dit. Oui.
Alors, là, il y a une question sur la lune noire pour Roselyne. Alors, pour revenir à Philippe Granger, lui, il ne parle pas de Lilith, il parle vraiment de la lune noire. Voilà. Mais je ne sais pas si c'est la lune noire vraie. Laquelle? Ben oui, vraie, corrigée, moyenne, Il je ne ne sais l'évoque pas. La lune noire, il doit le dire, mais je n'ai pas souvenance. Ah, il doit utiliser la vraie normalement. Oui, je pense, parce qu'il parle bien de la lune noire et pas de Lilith. Voilà. Bon, alors on y va, ça fait un quart d'heure. Bien. On a fait le tour. On a fait le tour. Bon, Fanchon, je pense que on peut passer à ton livre. Alors, comment vous voyez ça et combien de temps? Dites-moi un peu. Oh ben, Vous avez une bonne demi-heure, hein, Franchement, une bonne demi-heure, et puis même si ça déborde un peu, il n'y a pas de souci, franchement. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment qu'on ait des échanges et des questions. Ben oui. Hein. Donc, peut-être je vous explique cet ouvrage, donc j'appelle Astrologie, science de la conscience. Et c'est une première partie, en fait, parce qu'il y a 2 tomes, en fait. Mais la première partie, c'est sur les grands cycles de civilisation. Et en fait, après la destinée de la France, j'ai pu trouver qu'il y avait une cyclicité historique dans l'histoire de France. Et je me suis dit qu'il fallait absolument investiguer ça de façon plus importante et pas uniquement au niveau de la France, mais au niveau des cycles de civilisation. Et donc, après avoir fait tout un ensemble de cours qui sont justement en ligne sur mon site, sur les cycles, tous les cycles interplanétaires, c'est-à-dire les grands cycles de Pluton, Neptune, Neptune-Uranus, Uranus-Pluton, etc. J'ai finalement fait un travail de recherche depuis le néolithique. Vous voyez là ce grand, vous avez là un octogone régulier, vous voyez l'octogone. Et en fait, si vous voulez, ça remonte même. Je dois dire que j'ai publié dans les fin des années 90 le livre d'Irène Andrieux, Les enfants de l'an 2000. Et Irène Andrieux, dans ce livre, Les enfants de l'an 2000, parlait de cet octogone d'un grand cycle, Pluton, Neptune, Uranus. Donc, vous voyez, elle disait qu'il y avait un grand cycle de 4000 ans de Pluton, Neptune et Uranus, et dont un qui commence à moins 577, vous voyez à gauche là, comme si c'était l'ascendant, et qui se termine en 3372. Donc déjà, Irène a fait, si vous voulez, ce que je voudrais exprimer, c'est que nous travaillons les astrologues parce qu'il y en a d'autres qui étaient là avant et parce qu'il y en a d'autres et pour ceux qui seront là après. C'est-à-dire, on se situe tout le temps dans une transmission. Et évidemment, dans les cycles, au niveau transmission, je suis aussi, j'ai beaucoup travaillé avec les livres d'Astrid Fallon sur les cycles, hein, puisqu'elle a publié déjà il y a plus de 20 ans ce livre sur les cycles. Donc, je suis partie du travail d'Astrid Fallon, Irène Andrieux, et puis j'ai systématisé cette étude. Et alors, il se trouve, si vous voulez, que c'est un sport collectif de combat. j'entends du bruit derrière, mais bon, il se trouve, si vous voulez, qu'il y a 8, je ne sais pas si vous voyez la flèche, mais dans ce grand cycle de 4000 ans, il y a 8, c'est pour ça que c'est un octogone, il y a 8 cycles de Pluton-Neptune de 500 ans. Donc, le premier, c'est de moins 577 jusqu'à moins 83, et alors j'ai mis en rapport les dates et les cycles avec ce qui s'est passé au niveau historique et on retrouve exactement tout ce que les historiens ont trouvé, c'est-à-dire que moins 577, si vous voulez, ce qui est absolument exceptionnel, c'est que c'est le moment où on a eu en même temps en Orient et en Occident des grands maîtres, comme on a eu Zarathustra, on a eu Pythagore, en Chine, on a eu Lao Tzu et Confucius, et donc on a eu tous ces grands, et Bouddha en Orient. Et donc, en fait, à ce moment-là, c'est un grand cycle de civilisation de 4000 ans qui s'est créé. Et on retrouve, vous voyez ici, c'est les pleines lunes. Là, ça, c'est les cycles de 500 ans
de Pluton-Neptune. Ce cycle-là correspond à la Grèce antique. Et la pleine lune, vous voyez les pleines lunes là, la pleine lune de ce cycle Pluton-Neptune, c'est-à-dire Pluton opposé Neptune, moins 331 et moins 327, ben, ça correspond aux conquêtes d'Alexandre. Alors, si vous voulez, chaque fois, par rapport à ces cycles, on a à l'origine comme toujours, quand il y a une origine d'un cycle, il y a des personnes sources. Là, c'est des grands êtres. Hein. Pythagore, on sait que c'était certainement l'incarnation d'un grand maître. En tout cas, Bouddha, ben, on sait que c'était un grand maître. Hein. Et là, chaque fois, au démarrage, il y a des personnes sources. Et au niveau des pleines lunes, il y a des conquérants et des gens qui mettent en avant, qui manifestent ce que les personnes sources ont fait. Donc là, je retrouve donc toute la période de la Grèce, puis effectivement l'Empire romain, le cycle de moins 83 à 411, et sachant que la pleine lune tombe sur l'apogée de l'Empire romain. Donc en fait, si vous voulez, par ce livre, finalement, on arrive à montrer que les cycles astrologiques retrouvent tous les cycles de l'histoire tels que les historiens les ont repérés. Alors, c'est pour ça que j'ai appelé ça astrologie, science de la conscience, parce que ça montre que c'est une science du développement de la conscience collective à travers les grands cycles Pluton, Neptune, des trois transpersonnels, Pluton, Neptune et Uranus. Donc, je reprends toutes ces périodes-là. Et évidemment, alors je ne sais pas si vous avez des questions, mais ce qui est absolument fascinant, c'est que chaque fois qu'il y a un cycle de Pluton, comment dirais-je, ce cycle de Pluton-Neptune, il commence, il est conjoint l'étoile Aldébaran. Vous voyez là, à 4 degrés du Taureau, ce cycle Pluton-Uranus-Neptune est conjoint l'étoile Aldébaran. La pleine lune également, puisque au moment des pleines lunes, Pluton et Neptune, qui ont un cycle de 500 ans, au moment de la pleine lune, Pluton revient au même degré. Donc, ça se situe tout le temps dans les mêmes axes. Et au moment des pleines lunes aussi, sont alignés avec l'étoile Aldébaran. Donc, Aldébaran, c'est l'œil du Taureau, c'est l'œil de la constellation du Taureau. Tous ces cycles sont synchronisés avec Aldébaran. Alors, c'est quand même assez extraordinaire. Et si vous voulez, on tombe en quelque sorte que ce cycle 5, qui est le cycle de la Renaissance et des Lumières, en fait, comme pleine lune 1645, correspond à la naissance de Newton. C'est-à-dire que si on a eu là tous les chercheurs, tous ceux qui ont rénové la religion justement lors de la Renaissance et qui ont rénové aussi les valeurs, qui ont fait renaître les valeurs de l'Antiquité, si vous voulez, c'est comme si c'était la pleine lune de ce cycle. C'est-à-dire que la Renaissance se trouve pile en face le cycle de la Grèce antique et du cycle, le cycle hellène et du rayonnement de la civilisation grecque. Et donc, alors ensuite, là je vous donne les grands repères. Et maintenant, nous avons commencé en 1892, toujours en conjonction avec Aldébaran, à 8 degrés du Gémeaux. Nous avons commencé un nouveau cycle de 500 ans qui, lui, se trouve en face le cycle de l'Empire romain. Vous voyez? Voilà. Et l'apogée de ce cycle est en 2137-41, donc nous n'y sommes pas encore. Nous sommes au tout début. Et alors ensuite, j'ai fait un travail de... On va passer à une autre image, mais est-ce que vous avez une question par rapport à ce dessin de grand octogone? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y en a qui ont des remarques ou des questions? Non? Pas plus? Une question. Oui. J'avais une question. C'était comment on repère les pleines lunes? Ah, pardon. Oui, je t'en prie, Laurent. C'est Laurent qui pose la question? Oui. C'était comment on repère les pleines lunes? Laurent, alors, si tu veux, le début du cycle, c'est la conjonction Pluton-Neptune. Oui, d'accord. Et à moins 577, il y a en plus Pluton, Neptune et Uranus. C'est-à-dire que ces trois planètes se reconjoignent tous les 4000 ans. Oui, d'accord. La prochaine fois, ça sera en 3370. Alors là, tu as un cycle de Pluton-Neptune et la pleine lune, c'est l'opposition Pluton-Neptune.
Ok, ok. Non, je pensais que en plus le cycle, comment dire, se juxtaposait avec des pleines lunes. Non, 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 c'est la pleine lune du cycle. D'accord. Oui, tu vois. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que chaque fois aux pleines lunes du cycle, par exemple, là, en 1645, ce qui est extraordinaire, c'est que ça correspond à la naissance de Newton. Et on sait que Newton est né après tous les travaux de Copernic, de Galilée, de Kepler, qui étaient dans cette période-là. Enfin, je le démontre très, très bien dans l'ouvrage. Et lui, il est venu en naissant à ce moment-là, à la pleine lune, il est venu ramasser toute la mise du cycle. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on dit que ça a été on dit que ça a été comment dire, la révolution copernicienne, mais surtout c'est dans ce cycle-là qu'est née les sciences newtoniennes, et nous vivons encore sous le paradigme newtonien. Alors ce que je montre, c'est que dans chaque cycle, il y a un paradigme différent. Là, c'est le paradigme de la Renaissance et des Lumières et le paradigme de la science, et puis de la recherche de la liberté, puisqu'après on tombe sur les révolutions et tout ça, c'est la recherche de la liberté de conscience et de la science. Donc ce cycle-là, le paradigme, c'est un paradigme scientifique. D'accord? Là, on est dans le paradigme de la science, et opposé vraiment à la Grèce. Hein. On est et à 1645, à la pleine lune, ce qui fait que Newton, il est né avec l'opposition Pluton-Neptune, pour dire la grandeur de vue de cet être. Parce qu'il il avait la vue grande ouverte entre opposition Pluton-Neptune. Et donc, à partir de là, on fait des projections. On peut faire ce que j'appelle de la prospective et de la géopolitique. C'est-à-dire que je travaille tout ce cycle-là maintenant depuis 1892. Il tient le bon tiers du livre, ce cycle-là, et surtout le tiers du livre. Et je travaille tous les cycles depuis 1892 et je le mets en relation avec ce qui s'est passé avant. Et si vous voulez, ce qui me fait dire, c'est que le paradigme de ce cycle-là, nous l'aurons autour de 2137-41. On ne l'aura pas avant et on vit encore sous le paradigme de la science newtonienne. Ça va, Laurent? Tu vois ce que je veux dire? Oui, très bien, très bien. Très voilà. bien. Merci. Est-ce qu'on peut mettre, Marc, le cycle 5 et le cycle 5 puis le cycle 6? Voilà. Alors, en fait, je travaille avec le logiciel Olympia. Avant, je travaillais avec Aureas, mais Olympia m'a aidé, c'est un jeune chercheur, et il m'a aidé à mieux comprendre ce que je travaillais grâce à ces courbes-là. Et en fait, vous avez là dans le cycle de la Renaissance de 1399 à 1892, vous avez le cycle Pluton-Neptune qui est là. Donc, conjonction, sextile, longue période du sextile, carré, opposition, longue période du trigone décroissant. Donc, vous voyez, là, il y a par rapport à Pluton et l'apogée, la pleine lune du cycle Pluton-Neptune, c'est 144-48. Alors, c'est les traités de Westphalie au niveau politique, mais ce que je retiens le plus, c'est la guerre de 30 ans, mais c'est surtout la naissance de Newton. Vous voyez l'idée? Donc là, on a une répartition de la Renaissance, le siècle de la raison, le siècle des Lumières, les révolutions. Et au sein de ce cycle Pluton-Neptune, nous avons le cycle Uranus-Neptune qui donne... Alors, celui-là, c'est le paradigme du cycle. Là, c'est le paradigme de la science et de la liberté de conscience et de civique, puisque liberté de conscience avant par les religions et les libertés civiques avec les révolutions américaines et françaises. Donc voilà le paradigme de ce cycle. Alors, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que vraiment, on a la preuve là que l'histoire est cyclique et que ces cycles sont lus par l'astrologie. Et vous avez les autres cycles, qui est le cycle Uranus-Neptune, qui nous donne des cycles, si vous voulez, de nouvelles utopies, hein, d'utopie évolutive. Voilà les différents cycles. Et puis, vous avez les cycles d'Uranus-Pluton, qui sont des cycles j'appelle ça de destruction créatrice. Vous voyez? Donc, le cycle de Uranus-Pluton sont des cycles de destruction créatrice, puisque vous avez là, par exemple, à un apogée du cycle Pluton-Uranus, on a les révolutions et la période dramatique justement de la terreur où la France était assiégée sur toutes ses frontières
et où la révolution était sur le point de succomber à la pression extérieure. Donc, et là où sont sortis tous les grands textes en fait de la Révolution française. Voilà. Donc ça, c'est le cycle 5. Alors, on peut passer sur le cycle 6. Merci. Alors maintenant, si vous voulez, on peut faire de la prospective sur le dernier, le cycle 6. La conjonction Uranus-Pluton est vraiment explosive, dit Emmanuel. Ben oui, toujours. Hein. C'est-à-dire le cycle Uranus-Pluton, j'appelle ça le cycle de destruction créatrice. C'est-à-dire que ce cycle, donc là, dans le grand cycle Pluton-Neptune, pardon, dans le grand cycle Pluton-Neptune, dont l'apogée sera en 2137, nous avons toute la période là, dans laquelle nous sommes actuellement, du sextile. Donc, vous voyez, toute cette période que nous sommes en train de vivre, c'est une période qui est analogique à la Renaissance. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les gens, ils ne disaient pas « nous sommes en train de vivre la Renaissance ». Ils ne savaient pas ce qu'ils vivaient. On l'a dit, ils l'ont compris plus tard. Et nous, on sait qu'on est en train de vivre une sorte de renaissance, de passer à un nouveau paradigme, mais ce nouveau paradigme, nous commencerons à le sentir entre maintenant 2020 et 2032, on peut faire un focus sur ça. Mais si vous voulez, depuis le début de ce cycle, il a fallu que le cycle Uranus-Pluton commence en 66. Là, il y a une erreur sur la date, hein. Ce n'est pas 64, c'est 66. Puis ici, en 1993, le cycle Uranus-Neptune. Et donc, maintenant, on a le cycle Pluton-Neptune qui est croissant, Uranus-Pluton qui est croissant, et Neptune-Uranus qui est croissant. Vous comprenez? On peut prendre l'autre sur le focus, Marc, le focus sur le cycle 6 du XXe siècle. Voilà. Alors évidemment, on peut faire un travail encore plus fin, hein. C'est-à-dire que si je repars justement de 1892, on se rend compte que, alors si vous voulez, ma spécialité, c'est de travailler vraiment sur le cycle de Pluton et de travailler le lien entre Pluton et Neptune. Et là, on le voit, c'est-à-dire que ce sextile entre Pluton et Neptune qui dure 100 ans, nous donne, alors que Pluton est en train de s'accélérer, on a l'impression à la fois que tout s'accélère, mais que rien ne change. On est dans une période à la fois de stagnation, comme analogue à la Renaissance, où on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a du nouveau, mais le nouveau n'arrive pas, etc. En fait, c'est juste à l'après-guerre, hein. Et on a les sextiles exacts de 50 à 56 ou 76 à 86 qu'on retrouve. Et si vous voulez, donc, je travaille tous ces cycles et là, on se rend compte que entre 2020 et 2032, c'est ce qu'on retrouve, c'est ce que Barbeau a montré dans l'indice cyclique. Mais l'indice cyclique, c'est ni plus ni moins que la résultante de tous les cycles. C'est-à-dire qu'il y avait une chute de l'indice cyclique en 2020-2022. C'est ce que nous avons connu avec la crise du Covid. Et là, il y a une sorte de vortex énergétique dans ces 12 ans-là, qui correspond d'ailleurs à ce dont nous parle le GIEC. Et nous avons un renouvellement de tous les cycles, Pluton-Jupiter, Saturne-Mars, Saturne-Jupiter et Pluton-Saturne. Et jusqu'à 2032, on est dans une espèce de resserrement historique. Et ensuite, il pourrait y avoir un décollage et on pourrait peut-être commencer à arriver à ce nouveau paradigme qui est certainement le paradigme écologique. C'est-à-dire qu'avec ce travail, si vous voulez, je montre l'évolution de la conscience dans tout ce XXe siècle, comment tout a évolué, la conscience individuelle et collective, les droits des femmes, les droits civiques, les évolutions sociétales, etc. Et par exemple, on montre que l'effondrement la chute du mur de Berlin est venue au moment du périhélie de Pluton. Et d'ailleurs, en fait, on comprend pourquoi en ce moment on a la guerre en Ukraine, parce que au moment de la chute du mur de Berlin, on a cru à la fin de l'histoire et on s'est dit, ben maintenant, voilà, les démocraties, elles ont gagné dans le monde entier, les soviétiques, ils sont par terre, il n'y a plus de communisme, il n'y a plus que le capitalisme mondialisé. Et en fait, on s'est complètement leurré. On a méprisé l'Union soviétique, on leur a fait le coup exactement comme on a fait avec
avec les Allemands au traité de Versailles en 1918. Oui, je me trompe, non, en 1918, et on a humilié l'Union soviétique, et l'Union soviétique, en ce moment, est en train de se rebeller. C'est une grande dame collective, c'est un très, très grand pays, et qui a certainement, alors évidemment, il n'a peut-être pas beaucoup de chance en ce moment d'avoir à sa tête quelqu'un comme Poutine, mais quand on avait quelqu'un comme Gorbatchev, au lieu de l'aider, on l'a laissé tomber. Alors que Gorbatchev parlait en 1989 et à la fin de l'Union soviétique en 1991 de la maison commune européenne. Donc, si vous voulez, avec ce travail, on peut faire un travail géopolitique mondial. Et d'ailleurs, vous pourrez regarder sur mon site, j'ai écrit un article sur de la chute de mur de Berlin à la guerre en Ukraine. J'ai tiré tous les paragraphes du livre. C'est-à-dire que j'ai juste eu à aller les chercher au moment où la guerre s'est lancée. Et c'était déjà écrit. Vous voyez, voilà, alors donc j'ai fait un travail en fait géopolitique, si vous voulez, historique et au niveau d'évolution de la conscience. Et le deuxième tome, ça sera un tome sur les générations du XXe et XXIe siècle que j'ai écrit avec une jeune astrologue de 30 ans qui s'appelle Faustine Austerlitz et qui travaille avec moi sur le site maintenant. Mais là, si vous voulez, c'est un travail qui, à mon avis, est une base pour montrer que l'astrologie est une science. Et si avec les cycles, on ne se rend pas compte que l'astrologie est une science, alors je ne sais pas avec quoi on va s'en rendre compte. Voilà, je vous écoute et je suis prête à répondre à vos questions. Alors, vous pouvez expliquer votre souscription, Fonchon? Alors, en fait, je vais vous dire, ce livre, je l'ai présenté à tous les grands éditeurs et même petits, actuels, qui m'ont dit qu'il est exceptionnel, extraordinaire, etc., mais qu'il est trop sérieux pour leur maison d'édition, y compris Très Daniel, qui m'a répondu ça, en me disant qu'il n'a jamais vu quelque chose comme ça, mais que c'est plus maintenant et que voilà, l'astrologie se vend plus, etc. Il y en a d'autres qui m'ont proposé de le publier qu'en 2023. Alors, donc, j'ai trouvé une maison d'édition avec qui je le fais en co-édition. Et pour cela, j'ai lancé une souscription. Donc, le livre va sortir Et d'ailleurs, l'AFDAV m'a déjà beaucoup aidé puisque tu as fait, suite à l'intervention à Paris, Marc, tu as fait une information, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup de gens de l'AFDAV qui ont déjà souscrit au livre. C'est-à-dire, vous souscrivez au livre, il coûte 48 €. En souscrivant au livre, vous payez le livre, 48,50 €, plus les frais d'expédition à votre adresse. Et le fait que ça fait un investissement qui m'aide à sortir le livre plus rapidement, le fait que vous précommandiez le livre. Ça ne m'enrichit pas moi-même, hein. Mais ça permet à l'éditeur de sortir le livre au moment du solstice d'été. Donc, vous pouvez aller sur mon site qui s'appelle Astrologie du Verseau. Vous avez un bulletin de souscription et vous souscrivez pour 60 €. Alors, évidemment, c'est cher, mais le livre est en couleur. Il a 600 pages. À mon avis, c'est un livre fondamental et je pense qu'il me survivra. Mais je ne l'ai pas fait pour qu'il me survive. Mais ce que je veux dire, je l'ai fait pour montrer aux nouvelles générations qui sont actuellement dans les universités, qui cherchent une astrologie sérieuse, que l'astrologie, elle est sérieuse, qu'elle est documentée, que quand on fait des recherches, on trouve, et que les éditeurs actuellement ne sont absolument plus du tout à la hauteur de ce qui est en train de se faire en astrologie. Donc, on est obligé d'avancer comme ça par souscription. Et je compte sur vous. Alors, si on trouvait je ne sais pas, j'aimerais répondre à vos questions. Laurent, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'en pense du livre, de la présentation du livre? Voilà, est-ce que ça te donne envie? Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vois ça? Je crois que moi, j'ai déjà souscrit. Donc, Il me semble. Je te remercie.
Non, mais du coup, je n'ai pas attendu la présentation. Oui. Effectivement, ce que je constate aujourd'hui, parce qu'il y a quelques… Alors, je ne regarde pas beaucoup les livres, on va dire, d'astrologie depuis quelques années, mais en rayon et on ne les voyait pas, on va dire, en tête de gondole. Et là, il y a une semaine, je suis passé, alors je m'excuse pour d'autres librairies, je suis passé à Cultura. Et alors là, il y avait en façade une dizaine d'ouvrages d'astrologie. Donc, je n'ai pas trop regardé effectivement le type d'ouvrage qui était présenté, mais c'est vrai qu'on a l'impression que finalement, en termes de commercialisation d'ouvrages, tout du moins, on va dire, accessibles au grand public, malheureusement, enfin, je ne sais pas la valeur des autres ouvrages, mais c'est vrai que… Moi, je pense que si tu veux, moi, je pense pas, je ne travaille pas pour le grand public. Oui, non, mais voilà, c'est ça. Voilà, si tu veux, je travaille pour former des astrologues, pour former des astrologues et pour transmettre et pour qu'on forme des… Si tu veux, avec un travail comme ça, tu peux former des astrologues. C'est un travail digne de l'université. Mais voilà, mais ce type d'ouvrage, malheureusement, on ne le retrouvera pas en type de gondole. Non, mais je pense que dans plusieurs années, il sera toujours valable parce que l'histoire n'a pas changé. Hein, les cycles ne bougeront pas, ça c'est sûr. Voilà. Alors par contre, on peut continuer. Ce qui est formidable, c'est qu'on peut continuer à travailler. Et donc, mais j'ai été quand même moi-même, j'ai été dépassée par mon travail, c'est-à-dire que j'ai été étonnée par ce que j'ai découvert. Quand j'ai vu que la pleine lune, c'était les conquêtes d'Alexandre, que la pleine lune du cycle 2, c'était l'apogée de l'Empire romain, que, enfin, tout se retrouve, tout se retrouve. C'est absolument fantastique. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas vu encore, en fait? Alors, ce soir, tu m'as donné deux informations, je vais dire, assez extraordinaires. D'une part, effectivement, la première date qui est moins 577, et ensuite la mise en valeur du cycle de 500 ans. Tu vois? Alors, il y a deux éléments que je retiens. Le premier, c'est l'année moins 577 avant Jésus-Christ, où effectivement, tu mets en valeur le fait qu'à cette époque-là, de très nombreux, comment dire… Des instructeurs qui sont venus, hein? C'est des instructeurs Bouddha, Lao Tse. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il y a des grands instructeurs qui sont venus simultanément quasiment sur cette période. Et après, et après, tu mets la période de 500 ans en valeur. Et c'est un des cycles qui m'interrogeait parce que dans le bouddhisme, la période de 500 ans est fondamentale. Donc, je vais creuser cette question au travers de ton ouvrage. Mais j'espère qu'on pourra échanger les uns les autres à ce sujet parce que c'est vraiment… et si vous voulez étudier là, le 20e et 21e siècle, regardez, parce qu'après, on peut aller dans les petits cycles. C'est-à-dire, je vais dans les cycles, y compris Pluton-Saturne, Uranus-Saturne et Neptune-Saturne. Neptune-Saturne, c'est un cycle qui concerne, par exemple, beaucoup l'Union soviétique et la Russie actuelle. Et donc, je veux dire, étudier Pluton-Saturne, ça concerne Israël, le Pakistan, etc. Et donc, on peut vraiment faire un travail géopolitique assez extraordinaire. Et donc, voilà. Et je dirais que c'est un vrai régal, en fait, l'astrologie comme ça. C'est-à-dire que on a envie de le partager à plusieurs, quoi. Mais évidemment, c'est pas un oracle, hein, c'est pas un oracle, hein, c'est pas un jeu, quoi. C'est l'histoire. Moi, ce que je trouve vraiment super intéressant, d'abord, c'est déjà tout le travail de recherche que ça sous-entend, hein, qu'il y a derrière. Je pense qu'on se rend quand même compte de tout le boulot qu'il y a derrière le travail de recherche. C'est brillant. Et ce que j'apprécie surtout, c'est que c'est clair. C'est clair. Presque, j'ai envie de dire, c'est flagrant. Hein, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et grâce à la clarté de cet octogone, il y a quelque chose qui est presque évident, quoi, je veux dire, voilà. Et tu vois, et là, je rends hommage à Irène. Tu vois, j'aurais pas. C'est grâce à Irène Andrieux, quoi. Irène Andrieux, je publie son livre, elle parle de cet octogone. Et je me dis, tiens, elle avait déjà travaillé historiquement là-dessus. Mais si tu veux, comme il n'y avait pas encore les outils comme on a de plus en plus avec l'informatique, on peut aller plus loin. Et moi, je me dis, avec tous les jeunes, ils iront plus loin encore. Ce que je trouve beau, si tu veux, en astrologie, c'est que
on n'est que des passeurs les uns les autres, quoi. Et j'ai pu faire ça parce que d'autres ont travaillé avant et vraiment, je leur sais gré. Parce qu'il y a eu Astrid qui a fait ses livres, parce qu'il y a eu Irène Andrieux, parce qu'on n'aurait pas pu, hein, vraiment. Astrid, je sais qu'elle est là ce soir et ça me touche toujours beaucoup parce que moi, j'ai pu continuer mon travail grâce à des gens comme elle, quoi. Et ensuite, comme Marc aussi, beaucoup avec l'informatique. Évidemment, maintenant, de faire comment dirais-je, des graphismes avec les grands cycles, c'est formidable, quoi. Ouais. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que en moins 577, d'ailleurs, on le sent bien, nous, on l'a tout récupéré en Occident, mais on sent qu'une aurore s'est levée, hein, une aurore s'est levée, et que cette aurore, elle va se développer pendant 4000 ans, et à l'Orient et en Occident. Je suppose que tous ces graphiques, on les retrouve dans le livre, Fonchon. Eh bien sûr, c'est plein de graphiques. Astrid note, moins 575, c'est la naissance de Pythagore. Oui, parce que ces années-là, Pythagore est bien né à cette époque-là. Donc, vous imaginez, Pythagore, dans son thème, il avait Pluton, Uranus, Neptune conjoints dans le taureau. Vous imaginez? Eh bien, il a hérité de tous les fameux physiciens de Millet. Parce que cette aurore, elle est venue, parce que je travaille aussi sur le néolithique. Donc, j'ai travaillé sur les cycles avant. C'est-à-dire que ce qui est arrivé en 1977 à Pythagore, c'est tout le travail qui avait été fait avant par l'Égypte antique, dans les cycles avant, par l'Égypte antique et par la Mésopotamie, et puis par tous les physiciens de Millet qui étaient sur la côte. Justement, Millet, c'est la Turquie actuelle, hein, le Liban. C'est le Liban actuel. Dans votre présentation, vous dites que ce livre peut aussi être destiné aux jeunes générations. Ça peut aussi les aider à se situer aussi par rapport à l'histoire. C'est-à-dire qu'en plus, c'est-à-dire que ça montre que l'astrologie est l'étude des cycles de la conscience collective et individuelle. Parce que l'inconscient collectif, il existe et l'astrologie le nomme avec Pluton, Uranus et Neptune. Et cet inconscient collectif, il se déploie à travers un grand cycle Pluton, Uranus, Neptune de 4000 ans, à travers des petits cycles de paradigmes différents de 500 ans de Pluton, Neptune, etc., etc. Donc, en fait, on a le déploiement de la conscience, de l'inconscient collectif et de la conscience collective. Donc, je pense que oui, des jeunes qui sont nés avec Uranus et Neptune dans le Verseau et Pluton dans le Sagittaire, ils devraient aimer cette approche-là. Elle est scientifique, en fait. Oui, elle aussi, cette période dont tu parles, vers moins 575 par là, comme tu dis, il y a une triple conjonction Uranus, Neptune, Pluton. Bon, à savoir que le problème avec Pluton, c'est qu'il y a toujours un décalage entre sa déclinaison et le signe dans lequel il est. Hein? Donc, en fait, quand tout ça a lieu en Taureau, pour Pluton, si on revient, et puis même si on revient à un peu avant, on voit que ces planètes passent à 0 Bélier sur l'équateur, et ça correspond à un symbole d'égalité, l'équateur. Et donc, tous ces enfants qui sont nés à ce moment-là, comme Pythagore, ont eu des parents qui étaient nés vers la génération d'avant, donc avec tout ça sur l'équateur, en bélier, disons. Et donc, on a aussi plus ou moins Bouddha, Lao Tzu ou l'autre chinois, je ne sais plus lequel, qui sont nés en même temps. Confucius, voilà, merci de me corriger. Et donc, c'est extraordinaire quand même, comme tous ces philosophes qui sont nés de parents qui avaient toutes ces planètes plus ou moins sur l'équateur, disons.
enfin, bon, moi, c'est ce que j'ai trouvé. Mais avec Pluton, c'est toujours difficile d'étudier ces conjonctions, puis il y a toujours un décalage. Par exemple, la dernière conjonction Uranus-Pluton, il y avait 11 à 13 degrés de décalage en déclinaison. Mais de toute façon, ça, c'est justement en cela que Pluton amène une problématique intéressante, puisqu'il est excentré, il est décalé, et donc il décale tout. Et c'est parce qu'il décale qu'il nous repolarise en permanence. C'est-à-dire le rôle de Pluton, c'est en permanence de repolariser les gens. Oui, et faire pousser des arbres d'aiguille. Hein? Isabelle, ma professeure à Bruxelles, Anna Albert, elle était élève de Charles Vouga, et elle disait toujours, Pluton sont les problèmes du passé. Et en effet, sa déclinaison correspond toujours à des signes d'avant. C'est comme si c'est des problèmes non résolus. Mais si vous voulez, tu vois, Astrid, il faut imaginer que les Aldébaran donc, est dans la Voie lactée, et puisqu'elle elle est dans la Voie lactée, mais c'est l'œil du Taureau, elle est l'œil de la constellation du Taureau. Et donc, il faut imaginer que les énergies de la Voie lactée rentrent dans notre système solaire par Pluton et par la conjonction Pluton-Uranus. C'est-à-dire que là, on a les énergies qui rentrent par l'œil du Taureau. Elles sont focalisées par l'œil du Taureau. Ce n'est pas par hasard qu'on appelle l'œil du Taureau, c'est l'œil de Dieu, à mon avis. C'est un point unitaire. Et les énergies, là, sont distribuées par Pluton, Neptune et Uranus. Et en fait, la distribution, c'est Pluton-Neptune, puis Neptune-Uranus, Pluton-Uranus, etc. Il y a une redistribution jusqu'à Saturne. En fait, c'est pour ça que ça m'amuse quand on parle des planètes de l'individu. Pour moi, les planètes de l'individu, c'est rien du tout. C'est-à-dire que c'est vraiment très, très infime. Elles ne sont intéressantes qu'en rapport avec les planètes du collectif, parce que toutes les énergies inconscientes rentrent par les planètes du collectif, absolument pas par les planètes individuelles. Tout nous arrive par Pluton, Neptune, Uranus, etc. Et tu fais un travail extraordinaire, franchement. Félicitations. Tout à fait, tout à fait. C'est superbe. Oui, 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 oui. En tout cas, je compte sur vous, j'ai besoin de votre soutien. Alors, pour ça, je remets, j'avais déjà mis, mais je le remets dans l'onglet discussion, le lien actif pour accéder directement à la page, c'est pour ceux qui veulent souscrire, parce que je sais que ce qui est à l'écran, évidemment, n'est pas facile à recopier. Donc, le fait de mettre le lien dans l'onglet discussion, si ça peut faciliter, voilà. On va faire une dernière remarque sur l'intervention. Bien sûr, allez-y. Est-ce qu'on fait, on l'autorise? Oui, allez, va. Allez, je voudrais reprendre ce que tu viens de dire, Franchon, sur les énergies, on va dire, collectives par rapport effectivement aux planètes individuelles. Lorsque tu disais ça, finalement, j'ai fait un parallèle avec, par exemple, l'énergie du Soleil qui est tout en haut, et quelqu'un qui posséderait dans sa main une loupe. Eh bien, peut-être qu'à ce moment-là, sur tes grandes conjonctions, arrivent des énergies particulières, mais qu'elles ne peuvent être, entre guillemets, captées, entre guillemets, ou perçues que par des petites planètes individuelles, comme si quelqu'un avait une loupe dans sa main. Voilà. Je vais essayer un travail là-dessus sur la mise en parallèle entre les deux. C'est-à-dire que je travaille dans la suite de Charles Vouga, et Charles Vouga, il voyait les énergies qui descendaient comme dans un cône. Un réservoir, oui. Et en fait, je fais le parallèle dans le livre avec le cône de la psyché de Jung. C'est-à-dire que Jung a proposé un cône de la psyché avec les différentes énergies collectives. Et ce cône de la psyché, c'est le cône, je le représente d'ailleurs dans l'arbre de vie astrologique que j'avais présenté dans le premier ouvrage que j'ai publié en 2000. Et en fait, tout rentre par une sorte de cône. Et tu as raison, au centre, c'est le soleil. Là, en bas du cône, c'est le soleil, il y avait comme une loupe. Voilà, là, on le voit avec... Ah, merci. C'est l'univers de l'homme, qui est une petite merveille. Ouais, voilà.
Mais on se régale d'échanger comme ça entre astrologues parce que nous, on sait que l'astrologie, ça marche, mais on n'en finit pas de le montrer. Hein. Ce matin encore, je ne sais plus quand, il y avait quelqu'un qui faisait à la radio, qui faisait une rubrique sur France Inter en se moquant de l'astrologie. Oui, mais je l'ai entendu aussi. Oui. Il y en a marre, quoi. Ils ne savent même pas ce que c'est, ils critiquent. Et d'ailleurs, quand tu dis l'astrologie, ça marche, ça me fait penser effectivement à un prochain thème qui va être abordé, celui de la destinée. La notion de destin et de destinée, c'est prévu pour le 3 décembre, c'est le thème du prochain congrès d'art. Ah, ça promet. Merci Régine. Je suis impatient. Bon, en tout cas, mais c'est magnifique. Hein. Et vraiment, moi, j'adore quelle idée vous avez formidable de présenter des livres comme ça. C'est formidable, ça, je trouve. Franchement, moi, j'ai une question par rapport, tu sais, tu mets 2385 et le début du Verseau, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, justement. Il y a des personnes qui disent qu'on est déjà dedans. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ou nous donner des informations? Mais je ne le sais pas plus que vous. Je veux dire, il suffit, moi je pense, et je crois que vous le savez, qu'il y a parmi nous des êtres qui sont déjà dans le Verseau. Hein. Dans la destinée de la France, je montre que le paradigme du Verseau a été donné par la Révolution française. Donc par liberté, égalité, fraternité. Donc le paradigme Verseau est donné par la Révolution française. Et que c'est les trois idées sœurs dont parle Sri Aurobindo, donc qui sont spirituelles en fait, alors qu'on croit que c'est que des libertés civiques, mais c'est des valeurs spirituelles. Donc il y en a qui sont, pendant la Révolution française, dans tous ces grands êtres qui ont amené tout ça, il y avait des gens qui étaient déjà dans le Verseau. Donc le Verseau, il y en a qui sont rentrés déjà depuis un moment, et d'autres qui seront encore pendant sans doute 2000 ans. Donc, vous savez, il y a des gens encore qui n'ont pas quitté l'ère du bélier. Ils vivent encore en groupe et en collectif bélier en suivant bêtement leur chef, même s'il va se mettre dans un précipice. Donc, je crois que c'est pour ça que voilà, ça se croise. Il y en a qui sont encore dans les... Et d'ailleurs, le sujet de Marc, là, que tu as fait extraordinaire, là, de la conférence que tu as faite au mois de mars sur le grand cycle Jupiter-Neptune, enfin, qui est un cycle de 13 ans, moi, je pense que ce cycle-là, il est en train de nettoyer du poisson et de terminer quelque chose de l'ère des poissons, mais on n'en a pas fini avec le poisson parce que des gens qui sont dans la dualité, on les aura encore pendant longtemps. Les consciences, ça met du temps à grandir. Il y a des êtres qui sont dans le Verseau et d'autres qui n'y sont pas. Mais je pense qu'à partir de la pleine lune de ce cycle-là, on commencera à le sentir, et peut-être bien que dans le cycle de 2385, parce que Astrid pourrait nous en parler, à 15 degrés du Gémeaux, là, nous sommes sur les nœuds d'Uranus. Et ça me paraît extrêmement important, ces dates de ce cycle de 2385. On sera à 15 degrés du Gémeaux sur les nœuds d'Uranus. Et quand on est sur les nœuds d'Uranus, on est dans des moments de grande transition. Donc, tu vois, Thérèse, oui. Je ne sais pas plus que toi, hein, quand est-ce qu'on est dans le Mais oui, je comme toi, je cherche, et puis comme on entend des choses, voilà, parce qu'il y a des personnes qui disent qu'on y est déjà, qui affirment qu'on y est déjà. Alors c'est pour ça que je... On y est déjà, mais c'est-à-dire, il y en a toujours qui sont là, qui voient les choses avant les autres. Mais dans le livre sur l'amour, j'explique que nous avons tous des degrés de conscience différents. Et chacun de nous, on a un degré de conscience différent. Il y en a qui ont déjà une conscience Verseau, c'est une conscience d'âme. Et il y en a beaucoup qui ne l'ont pas encore. Il faut les aider à l'avoir et à grandir. On ne peut pas les laisser sur le bord du chemin. Justement, cette période-là, qui est quand même très importante, chaotique, qui nous met en mouvement, et avec tous ces cycles quand même qu'on vit, et qu'il y en a encore d'autres qui vont arriver, ça peut nous faire prendre conscience que l'humanité est importante et que chacun doit aussi tendre la main à celui qui est différent ou celui qui est moins érudit, peut-être avoir plus d'humilité les uns les autres.
C'est ce qu'a dit Sri Aurobindo. Il a dit que les trois idées sœurs, liberté, égalité, fraternité, c'était la nouvelle religion de l'humanité. Et la religion du Verseau, c'est une nouvelle religion de l'humanité. C'est une religion de fraternité, d'amour entre nous. Mais on y arrive. Malheureusement, on voit d'abord la guerre. Oui. Mais c'est peut-être parce qu'on est en guerre nous-mêmes, Fanchon. Est-ce que nous sommes peut-être en guerre intérieurement et donc on n'arrive peut-être pas à faire la paix justement avec soi-même? Oui, mais bon, à force de... On ne va pas toujours se mortifier d'être en guerre. Non, mais justement, peut-être qu'il est temps d'ouvrir nos yeux. Il est peut-être aussi temps de changer. Tous les gens qui veulent, depuis longtemps, ne voulaient plus s'occuper de politique en disant d'abord je me transforme moi-même avant de vouloir transformer le monde. On a laissé les autres le transformer comme ils ont voulu. On voit ce qu'ils nous en ont fait du monde. Mais le drame aujourd'hui, c'est que quand même, beaucoup se détournent de la politique, Fanchon. Ben non, je trouve qu'il y en a qui sont en train d'y revenir. Tant mieux. Tu trouves, toi? Oui, moi, je pense. Tu penses? Bon, alors. Oui. Je pense qu'il y a une question de conscience politique. C'est conscience. En train de fleurir. Alors peut-être que cette fleur n'arrive pas encore à trouver la bonne terre, mais il y a quelque chose. C'est pour ça qu'il faut souscrire au livre de Fanchon sur de la conscience. Merci Fanchon pour cet échange. Merci les amis. Merci Fanchon. Oh, merci beaucoup. Je vois qu'il est bientôt 20 h. On ne voudrait pas non plus abuser. En tout cas, merci pour ce grand moment. Merci à tout le monde. Merci beaucoup à tout le monde. Elle nous a habitués à des grands moments comme ça et je vois que c'est toujours aussi agréable. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous pour le prochain atelier qui aura lieu le 10 juin où Christine Lewang nous présentera son bouquin sur les 4 piliers de la destinée. Et puis, j'ai aussi une bonne nouvelle. Avant que cet atelier commence, on a discuté un petit peu avec Thérèse et Véronique. Et après beaucoup de réflexions, etc., on a décidé de continuer. Donc, après la pause estivale, cet atelier à livre ouvert continuera. Et j'espère qu'il y aura encore plein de belles découvertes de livres, d'auteurs. Et puis, j'aime bien aussi ces petits moments de réflexion comme ça qu'il y a. Il y a vraiment pas beaucoup d'espace où on peut réfléchir. Et le fait que ces espaces-là existent ici, je suis vraiment très content. Ah oui, voilà. Merci beaucoup, Marc. Merci. Merci, Marc. Merci. Merci beaucoup. Merci, Véronique et Thérèse. Merci, Fanchon. Et merci pour bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Astrid.